Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Bégonia Favre-Gonzalo. Bonjour Bégonia, merci d'être là. Bonjour Audrey, je suis ravie d'être là. Merci infiniment pour ton invitation. Donc on s'était rencontrés il y a environ 2 ans pour un événement en ligne avec le psychologue Jonathan Mathil. On avait fait un espace d'échange bienveillant autour des expériences exceptionnelles, expériences qu'on Ouais. refera peut-être d'ailleurs dans le futur. Avec grand plaisir. C'était vraiment un chouette moment. Donc, je vais faire une présentation succincte parce que bon, ça fait presque 25 ans que tu es dans ce domaine-là. Mhm. Donc, tu es médium, formatrice en communication transpersonnelle. Tu as collaboré avec de nombreux professionnels de santé, des psychologues, des psychiatres, des neuropsychiatres. Et tu as aussi co-créé avec Evelyne Elsasser une association sur l'éthique de la médiumnité, dont tu es présidente d'ailleurs. Donc, Alors, je ne l'ai pas co-créée avec elle, elle est la marraine de notre association. d'accord, Voilà, mais nous sommes d'autres personnes à l'avoir co-créée, effectivement. d'accord. Mm. Donc, pour ceux qui connaissent pas, voilà, Evelyne Elsasser est une chercheuse. Ça fait plus de 30 ans qu'elle fait de la recherche autour des expériences et des phénomènes autour de la mort. Donc, voilà. Evelyne qu'on retrouvera certainement dans un prochain épisode, grâce à toi d'ailleurs, donc merci. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous présenter déjà les objectifs de cette association? Alors, au départ, ce que j'ai voulu faire, c'était surtout protéger les gens, les personnes qui consomment, si j'ose utiliser Hmm. ce mot, la médiumnité, et puis aussi faire reconnaître le travail du médium, hein, parce que c'est très souvent confondu avec les voyants, avec les devins, avec plein d'autres choses. Donc, il y avait deux travails principaux avec cette association, protéger les personnes qui consomment la médiumnité pour, parce qu'on se retrouve malheureusement avec beaucoup de personnes mal intentionnées et ça porte préjudice à notre travail et préjudice à ces personnes-là aussi, hein, puisque j'en ai eu plusieurs qui avaient dépensé, j'ose dire, hein, des centaines de milliers de francs euh, pour rien en fait, hein, en définitive. C'était l'objectif premier de cette association. Et puis, à fur et à mesure qu'on a avancé dedans, moi, je fais de l'accompagnement de personnes en fin de vie aussi à côté. Et je trouvais que mon travail de médium était vraiment très opportun dans ce cadre-là. Donc, on a voulu ouvrir un espace aussi pour l'accompagnement de personnes en fin de vie. Nous sommes en train de le préparer. C'est pas encore, pardon, fait et finalisé. Pardon. Et voilà, de pouvoir accompagner les gens en sachant sachent que des personnes sont déjà à leur côté, qui leur tiennent, entre guillemets, déjà la main, qu'on puisse apporter des preuves des personnes qui sont à leur côté, ça les aide vraiment à pouvoir lâcher prise sur ce monde-ci. Donc voilà, on espère pouvoir aboutir tout ça. Hmm, hmm. Oui, oui, donc je suis allée voir sur ce site internet je mettrai les références d'ailleurs dans la description du podcast de Mhm. cette association. Ce que j'ai vu aussi dans les objectifs, c'était aussi justement de
de mettre en place une collaboration avec les professionnels de santé, entre médiumnité et professionnels de santé. Et je trouvais ça aussi très chouette. Ah, bien sûr, on adorerait ça. C'est un peu difficile parce que quand on est en dehors des caméras, alors tout va bien, ils sont très intéressés, etc. Mais une fois qu'il faut s'exposer, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a la chance de vivre une ère nouvelle où justement les professionnels commencent vraiment et sérieusement à s'intéresser à tous ces phénomènes et ils veulent bien nous ouvrir la porte à nos médiums, voir aussi comment on travaille, même si bien souvent ils gardent encore passablement de réserve, mais ça s'ouvre quand même vraiment bien et c'est, ouais, j'ai presque envie de dire aussi revalorisant pour nous, quoi. Bien sûr, bien sûr. Euh, Pourquoi ils sont si frileux d'après toi? Donc je précise aussi, parce que pour nos auditeurs, que tu es en Suisse, du côté de Genève. Voilà, parce qu'en France, on est encore loin de cette Oh collaboration. là là, c'est clair, hein, c'est clair. Je suis ravie d'être ici parce que c'est vrai que ça s'ouvre vraiment de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça frileux? Ben, je pense que il n'y a pas vraiment eu des expériences. Bien sûr, il y en a, hein, mais il y en a peu. Les scientifiques se penchent peu sur ces phénomènes puisque c'est établi comme quoi ça n'existe pas. Et du coup, bah, changer le paradigme, pour eux, c'est quand même très compliqué parce qu'ils savent qu'ils vont avoir les foudres de leur, comme on dit maintenant, Leur père, leur leur collègue. père, exactement. Donc, ça reste quand même assez compliqué. Donc, quand on est en petit comité, ça se passe plutôt bien. Quand on leur demande de s'exposer, c'est beaucoup plus difficile. Mais malgré tout, ça fait quand même du bien aussi aux personnes qui ont besoin d'un suivi psychologique, de pouvoir nous voir et dire ensuite, nous voir nous médiums, donc, hein, et dire ensuite à leurs thérapeutes, psychothérapeutes, psychiatres, euh, qu'ils ont eu des contacts avec un médium, ce que ça leur a apporté, le chemin fait depuis et l'apothéose, la cerise sur le gâteau, c'est quand on peut travailler tous ensemble. Alors ça, on a des très jolis résultats, effectivement. Quel est le, Euh, quel est le oui, lien entre médiumnité et psychologie? alors il y a un très grand lien. Il y a un très grand lien, surtout sur les phénomènes, si on parle de nouveau de l'accompagnement, que ce soit en fin de vie ou que ce soit pour les personnes en deuil, c'est une aide précieuse de pouvoir leur apporter de nouveau des preuves et puis que la conscience, elle survit à la mort du corps physique. Et on a des très bons résultats quand il s'agit de deuil où des personnes restent bloquées à un certain stade et ils ont du mal à avancer. Et là, on a aussi de très belles ouvertures qui se font. Mais c'est vraiment important qu'on puisse travailler, collaborer tous ensemble dans ces conditions. Alors, il y a des choses qui se passent comme ça dans une séance, c'est magique, ça se passe, certains me disent, mais ça m'a complètement changé ma vie. Et d'autres, on voit qu'ils ont quand même besoin encore d'un suivi psychologique derrière. Mais là, le fait de travailler avec les professionnels fait qu'eux, ils voient les avancées. Et parfois, c'est même eux qui m'envoient leurs patients quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant sur justement ce processus de deuil. Hmm. C'est vraiment l'avenir pour moi, cette collaboration, hein. J'espère aussi vivement. J'adorerais que ça s'ouvre encore davantage. Ils sont pas très nombreux à oser parce qu'après, pour eux, c'est aussi prendre le risque de dire à leurs patients, vous pouvez aller voir une médium, ça pourrait vous aider. Enfin, voilà, hein. Ils doivent faire tout un travail avant pour voir un peu où se situe la personne, si elle est ouverte, si ça peut passer, ce genre
de propositions, mais quand ça se fait, c'est vraiment très, très chouette. C'est vraiment une expérience extraordinaire qu'on vit ensemble. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, d'où le cadre éthique de cette association, parce qu'il y a aussi un annuaire donc qui a pour objectif de référencer les médiums, les écoles de formation, etc., etc. Tout Je à trouve ça, fait. c'est un gage aussi, et que ce soit pour la personne qui consulte ou pour les professionnels, finalement, qui pourraient envoyer euh, leurs patients. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est limité. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait? On s'est posé beaucoup de questions au moment de faire cette association, hein. Parce que comment fait-on pour pouvoir dire si le médium est habilité à rentrer dans l'association ou pas? Voilà, c'est quand même, ça a été un processus assez délicat. Donc, mais l'avantage, c'est que s'il y a un problème avec un médium, la personne, le client peut toujours se référer à l'association. Et si on voit qu'il y a tout le temps des problèmes avec le même médium, eh ben, éventuellement l'exclure de l'association. C'est un peu la seule chose qu'on peut moduler, hein. Mais au moins, ça montre que c'est surveillé, ça montre que oui, qu'il y a une éthique tout simplement, puisque le médium, quand il veut rentrer dans l'association, doit signer une charte. Donc, il est normalement apte à Ben oui. travailler dans l'association. Oui, puis tout dépend aussi du nombre d'heures de formation, parce qu'en fait, enfin voilà, c'est c'est un long chemin, je dirais. Absolument. Alors, évidemment, les médiums qui font, si on prend l'accompagnement de fin de vie, par exemple, ils vont devoir avoir une formation en tant que médium et une formation en tant qu'accompagnement de personnes en fin de vie. Bien sûr, tout ça doit être pris en compte justement pour qu'il y ait une ligne de conduite, tout Bien sûr, simplement, hein. bien sûr. Comment tu es arrivé à pratiquer la médiumnité de façon professionnelle là? Alors, bon, alors, je suis presque un peu obligée de dire que j'ai toujours travaillé avec enfin, travaillé, non, j'ai toujours pratiqué la médiumnité, puisque ma mère, quand j'étais petite, elle nous faisait faire du spiritisme, qui est quelque chose d'un peu différent de la médiumnité, même très différent de la médiumnité que je pratique aujourd'hui. Mais pour dire que j'ai toujours été baignée dans ce contexte-là. Et lorsque ma mère est décédée, ben, j'avais dû arrêter un moment parce que j'avais beaucoup, beaucoup de peur, hein, qui était liée à la médiumnité. Donc j'ai dû arrêter un moment, quelques années, mais lorsque ma mère est décédée, j'ai voulu pouvoir prendre contact avec elle tout simplement. Et là, j'ai eu envie de prendre une formation pour apprendre à faire de la médiumnité autrement qu'en spiritisme. Et après cette formation, bah, j'étais thérapeute avant, mais je devais être meilleure médium que thérapeute puisque les gens ont commencé à plus venir me consulter pour la médiumnité que pour les thérapies. Hmm, Ça s'est fait un peu tout seul. Je pourrais dire que ça s'est fait un peu tout seul, ouais. hmm. Mm. Ouais, donc après, quand c'est une histoire de chemin, de vie, en fait. Absolument, absolument. Est-ce que tu as eu peur de la folie dans ton parcours? Est-ce que tu as remis, parce que tu parles que tu as eu beaucoup de peur justement par rapport à ces pratiques de spiritisme de ta maman, euh, est-ce que tu as remis en doute ta santé mentale à plusieurs étapes ou à des étapes importantes de ton parcours? Oui, absolument, tout à fait. Vivre avec la peur quand on a des capacités, c'est très compliqué. Enfin, des capacités, on les a tous, hein, mais quand elles sont développées et qu'on a beaucoup de ressentis, vivre avec la peur, c'est vraiment quelque chose de très difficile au quotidien. Et oui, puis on a l'impression aussi qu'on vit des choses que les autres ne vivent pas, qu'on entend des choses que les autres n'entendent pas. Mm, Donc évidemment, on se pose la question de savoir où on se situe mentalement, effectivement, oui. mm, mm. La peur, elle est souvent rencontrée hein, dans ces expériences, ces perceptions extrasensorielles. Pourquoi, d'après toi?
Alors, bah déjà, il y a notre culture qui rentre en ligne de compte et on fait tout pour nous bercer dans cette peur. Entre les entités qui s'accrochent à nous, les âmes qui errent, enfin tout ce côté un peu obscur de ce monde-là. On a tendance à beaucoup se protéger, donc ce qui accentue, ce qui cristallise justement cette crainte, cette peur du fait qu'il peut nous arriver quelque chose ou que des choses du monde spirituel peuvent venir à nous et nous attaquer. Et ça, c'est la clé. C'est juste une histoire d'interprétation. Chaque phénomène, on peut les interpréter soit d'une manière plutôt négative, soit d'une manière positive. Et c'est toute une histoire d'interprétation qui va se jouer à ce moment-là. Alors, j'ai connu les deux phases. Je peux vous dire enfin, je peux te dire qu'on vit beaucoup mieux lorsqu'on interprète les choses du côté lumineux, bien sûr, du C'est côté très clair. positif. C'est très clair. D'ailleurs, j'ai vu que dans ton programme de formation, tu abordes les phénomènes de hantise et de possession. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, justement? Est-ce que tu peux nous partager soit ton expérience personnelle ou soit comment aborder ces sujets-là? Oui, absolument. Bah, déjà, on m'appelle surtout pour des phénomènes qui se passent dans les lieux, souvent à la maison ou dans un lieu de travail, etc. Et tu posais la question, le lien entre la psychologie et la médiumnité, et c'est justement que là, tout se joue. Euh, Bien souvent, quand je vais, on peut dire qu'il y a pratiquement jamais d'entité. Les entités qu'il y a, ce sont nous qui les engendrons, ce sont nous qui les fabriquons. Et pourquoi est-ce qu'on fabrique des entités? C'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne fonctionne pas bien. Si tout va bien au travail, si nous sommes amoureux, si tout se passe bien, dans ce cas-là, on n'a quasiment pas de phénomène. Ou si on en a, on va les interpréter de manière positive. Alors que si le travail, ça va pas, notre couple, ça va pas, etc., les phénomènes qui vont s'inviter vont être interprétés de manière négative. Et c'est là où tout se gâte. Parce qu'en plus, la peur fait que les phénomènes deviennent de plus en plus forts, de plus en plus, ils prennent de plus en plus de place, de plus en plus souvent. Il suffit qu'on soit plusieurs à vivre dans le même lieu de vie ou ou au boulot, hein, ça peut se passer aussi au travail. Dans ce cas-là, ben, on va nourrir aussi des phénomènes et tout ça va faire que ça va prendre des ampleurs très, très grandes. Une fois qu'on arrive à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on est en train d'accepter qui finalement est inacceptable pour nous. Dès qu'on met le doigt dessus, ben, comme par magie, tous les phénomènes s'arrêtent ou s'estompent largement. C'est juste une histoire de compréhension. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on met le doigt dessus, qu'on essaye de régler la problématique, même si on n'a pas réussi à la régler là maintenant tout de suite, mais dès qu'on essaye de faire quelque chose, eh ben, les phénomènes s'en vont. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça nous aide, on a le choix. C'est soit on se dit, je vais dans ce sens-là et on avance dans notre vie, ou soit on reste cristallisé justement dans cette peur, et là, bah, tout s'arrête, hein, ça devient l'enfer. J'ai vécu les deux, donc quand les personnes vivent justement l'enfer, je sais très bien de quoi ils sont en train de me parler. Je comprends tout à fait le phénomène duquel ils sont en train de me parler. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as vécu? Oui, bien sûr. Bah, c'était justement à la période de l'adolescence. Ouais, je devais avoir dans les 12 13 ans, comme ça. Ma maman a commencé à m'apprendre à faire du Ouija.
Et le Ouija a très mauvaise réputation, mais en réalité, c'est rien de plus qu'un support comme un autre pour travailler. Après, de nouveau, c'est tout dans notre tête que ça se passe, hein. Mais c'est un support comme un autre de travail en médiumnité. Mais voilà, elle était très croyante, donc il fallait se protéger. Elle nous parlait beaucoup du monde obscur, etc. Voilà, donc il fallait justement qu'on se protège de tout ce monde-là. Et là, les peurs ont commencé à arriver, puisque j'étais dans la croyance de pouvoir être attaquée. Et c'était pas des jolies choses hein, qu'elle me racontait, c'était des trucs quand même assez violents. Et paradoxalement, autant j'avais envie de toucher à ce monde parce que le monde de la mort m'a toujours fascinée, mais depuis l'enfance. Alors autant j'avais envie de toucher à ce monde-là, autant j'en avais extrêmement peur. Et là, bah justement, c'est tout l'imaginaire qui prend la place. Et ensuite, ce que nous produisons aussi au-delà de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'un bruit qui peut être anodin, tout d'un coup, il prend des proportions pas possibles. J'avais souvent des objets qui se déplaçaient, j'avais souvent tout ce genre de phénomènes, mais au même temps, on travaillait avec cette médiumnité qui était lourde hein, du spiritisme. Donc, on avait, entre guillemets, l'habitude que tout ça se passe. Alors, quand on était entre nous, ça allait bien, mais une fois que je me retrouvais toute seule, alors là, c'était la catastrophe. Et surtout, ça arrive souvent le soir ou la nuit. Et donc, c'était d'autant plus difficile à vivre. J'ai eu des très, très grosses peurs, effectivement. Et puis, j'avais beaucoup de visions aussi. Donc, j'avais aussi peur pour ma santé mentale. Jusqu'à ce que j'apprenne que tant qu'on se pose des questions, c'est qu'on va plutôt bien. Voilà. Quelqu'un qui va pas bien, il croit vraiment vivre Ouais, ces phénomènes. Enfin, il les prend comme réels, ouais, c'est alors ça. que quelqu'un qui va bien se pose des questions sur sa santé Hmm, mentale. Donc voilà, il a hmm. fallu que j'apprenne ça pour me soulager, pour pouvoir me sentir plus rassurée. Alors oui, ça pouvait être des phénomènes, des objets qui sautent, un livre qui saute de la bibliothèque, enfin plein de choses de ce genre-là, des bruits, etc. Alors je dis pas hein, que les défunts ne sont pas capables de faire on sait bien, hein, ils sont aussi capables d'engendrer des phénomènes, mais quand ils sont comme ça, grossiers, forts, qui vraiment nous effraient, nous font peur, ça vient de nous. Le défunt, il est plus doux, lui, il veut juste nous dire qu'il est là, puis qu'il a envie de communiquer avec nous, hein. Il n'est pas là pour nous faire peur. D'ailleurs, si on lui dit, ah, ça me fait peur, va-t'en, tout s'arrête. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque c'est nous qui engendrons ces phénomènes. Hmm, hmm. Et c'est vraiment intéressant ce que tu racontes là, et d'autant plus, je dirais, à un âge de l'adolescence où il y a ces phénomènes, parce que ce qui peut faire peur aussi, alors c'est déjà peut-être que on est dans une société matérialiste qui ne reconnaît pas ces phénomènes-là, ça c'est sûr, hein, dans une culture aussi, parce que dans d'autres cultures ça se passe pas du tout de la même manière, mais peut-être aussi l'incompréhension. Et Ah le oui, non, voilà, parce que finalement ces formations en médiumnité, elles donnent de la compréhension, donc elles atténuent complètement. la peur. Oui. Bah, disons, on va vraiment essayer de toucher à tout pour que les gens comprennent exactement ce qui se passe quand on travaille avec tous ces phénomènes. On va toucher à toutes sortes de médiumnité en fait. Et je leur demande aussi d'expérimenter. Parce que ça sert à rien de dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est vraiment d'expérimenter avec une autre explication. Parce que souvent, on vient vers moi me dire oui, mais tout le monde dit qu'il y a des âmes errantes, qu'il y a des âmes en souffrance. Tout le monde dit ça.
Eh ben, pas tout le monde, puisque moi, déjà, je dis le contraire. Donc, il y a déjà au moins une personne qui dit le contraire. Mais après, c'est toute une question de perspective, de comment je comprends ce qui est en train de se passer. Alors, pour moi, il n'y a pas d'âme en souffrance. Pour moi, il n'y a pas d'âme qui erre. Pour moi, ça a des autres explications et ces explications, c'est nous. Parce que c'est aussi très intéressant de voir qu'il y a des médiums qui voient des âmes errer partout et qu'il y en a d'autres qui n'en voient nulle part. Alors, je me suis quand même posé la question, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, certains m'ont dit c'est le taux vibratoire, parce qu'il y en a qui vivent plus bas que d'autres, etc. Mais moi, ça ne me suffit pas qu'on me raconte juste ça. J'ai besoin d'expérimenter. Et c'est justement dans ces expériences que j'ai établi ce rapport entre comment nous on se sent, comment nous on se perçoit et les phénomènes qui arrivent à nous. Toby Nathan m'a aussi beaucoup inspiré pour Tu peux juste dire qui les c'est pour ceux qui... auditeurs. Voilà. C'est un Hmm. psychiatre qui a utilisé l'ethnopsychiatrie pour aider ses patients à évoluer dans leur maladie mentale ou leurs problèmes mentaux en tout cas. Et j'ai trouvé très intéressant justement d'utiliser chaque culture, ce qui se passe dans leur culture, de voir ça et d'essayer de mettre une autre explication sur ces phénomènes-là. Et je dis on parce que mes élèves, bien sûr, je les embarque avec moi et ils font aussi l'expérience et ça m'intéresse aussi hein, de voir comment ça se passe chez eux. Et on est toujours raccord. En fait, on arrive toujours à trouver une cause à effet des phénomènes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que justement, les apprenants participent aussi hein, à tout ça. Bien sûr, et je trouve très intéressant finalement euh, ce que j'ai le même ressenti en fait, le même feeling. Hein. Je ne peux pas expliquer encore scientifiquement ça, mais par rapport aux personnes qui présenteraient une pathologie schizophrénique par exemple, euh, où il y a vraiment ces phénomènes d'attaque et finalement cette perception d'un monde invisible et surtout comment la personne va vivre ce phénomène, parce que souvent, en fait, il y a une fragilité psychologique qui est là, hein, une structure Absolument. psychologique fragile, et donc des phénomènes qui arrivent par là-dessus. Donc il y a comment je les vis, comment je les interprète, parce que l'interprétation est vraiment quelque chose. Et comme on est dans une société qui ne reconnaît pas ces phénomènes-là, on peut vite partir dans des interprétations, d'où pour moi ce que j'apprécie, voilà, dans tout ce que j'ai vu dans ton parcours, cette collaboration avec les professionnels de santé, c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, se développera dans l'avenir. Vraiment, je le répète, j'adorerais parce qu'on arrive vraiment à avoir des résultats, mais j'ai envie de dire en une séance. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on voit la personne partir, je le vois aussi avec mes apprenants, hein, parce qu'ils arrivent, on est bien d'accord qu'ils arrivent, on arrive tous avec toutes nos croyances et on passe d'une croyance à une autre, on fait que ça, hein, de toute façon. Donc, j'aime à leur dire qu'une bonne croyance, c'est celle qui amène du bon et du bien. Voilà, les autres, ce serait bien de s'en débarrasser. Mais voilà, on s'en débarrasse pas comme ça non plus. Donc, c'est pour ça que toutes ces expériences qu'on fait, que ce soit dans les formations, on va aussi chez les gens pendant la formation. Quand ils nous disent qu'ils ont des phénomènes chez eux ou à leur travail, eh ben, on se déplace en petits groupes pour pas être trop envahissant non plus, mais on se déplace chez la personne en petits groupes et de nouveau, c'est très intéressant de voir ce qu'on peut coller au phénomène. Et on arrive toujours à une problématique de la vie
de la personne. Mais on y arrive toujours. Pour l'instant, il n'y a pas une seule fois où on est passé à côté. Hmm, ouais, c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce qu'on on pourrait avoir, voilà, je sais que tu as fait quand même quelques accompagnements en fin de vie avec la médiumnité. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience qui t'a profondément marqué ou que ce soit avec la fin de vie ou une autre dans tes accompagnements individuels avec la médiumnité? Quelque chose qui t'a marqué que tu Alors, pourrais partager. il y en a plusieurs. Euh, En fin de vie, celle qui m'avait vraiment beaucoup touchée, c'est lorsque je suis allée voir un monsieur. C'est des amis à lui qui ont fait appel à moi parce que ce monsieur était très angoissé à l'approche de sa mort, ce qui est tout à fait compréhensible et logique. Et ils ont fait appel à moi pour voir si je pouvais l'aider. Donc, il savait très bien hein, que c'était une médium qui venait le voir, qu'on allait faire une séance de médiumnité, mais par contre, on ne savait pas avec qui, etc. Donc, j'y suis allée. Et tout de suite, quand je suis rentrée dans sa chambre, j'ai vu son père qui était là. Et les amis sont restés derrière la porte de cette chambre. Et moi, j'ai commencé à faire cette séance de médiumnité avec ce monsieur. Et à un moment donné, il a poussé un cri, mais qui venait vraiment du plus profond de lui-même. Mais il a hurlé, mais tellement fort, que j'ai même eu peur que le personnel de l'hôpital rentre et me saute dessus en pensant que je faisais du mal. Mais étonnamment, personne n'a rien entendu. Même les amis qui étaient juste derrière la porte n'ont rien entendu. Et là, ce qui a été très beau, c'est que vraiment, on a senti qu'il avait lâché quelque chose, qui s'était vraiment apaisé. Et la suite de son chemin jusqu'à la fin a été beaucoup plus douce, plus apaisée, en sachant aussi qu'il avait son père à côté de lui, qui l'accompagnait, etc. Donc ça a été une très belle expérience. Il y en a eu d'autres aussi. Mais là, c'est quand on fait dans les hôpitaux EMS, on est plus seul avec le malade que quand lorsqu'on va chez le particulier, ben, on a toute la famille qui est là. Et du coup, étonnamment, c'est plus la famille qu'on accompagne que la personne en fin de vie. La personne en fin de vie dort beaucoup, elle est peu présente. Quand elle est présente, ça dure peu de temps. Ça n'enlève pas de la valeur, on est bien d'accord. Mais ce qui est aussi beau aussi, c'est de pouvoir accompagner la famille, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent laisser l'autre s'en aller, que c'est le moment pour lui de s'en aller et le laisser traverser la rive, quoi. Ou plutôt changer de rive, je devrais dire. Mais voilà. Après, dans les séances de médiumnité, moi, ce que j'aime, c'est les réconciliations. Il y a des très belles réconciliations, des familles qui étaient déchirées, où le défunt arrive et donne des clés pour que les familles puissent à nouveau se comprendre et communiquer de nouveau. Il y a les réconciliations avec les défunts aussi qui sont très belles, euh, où un parent qui s'est mal comporté vient non seulement s'excuser, mais donner des explications. Donc, ça permet aussi à la personne qui a été lésée de comprendre ses agissements, etc. Donc, là, on a aussi un effet qui se produit dans la séance, hein. Ça va vraiment très vite. Et puis, ben, pouvoir mettre aussi en lien les parents avec leur enfant décédé, c'est vraiment pour moi les plus belles consultations.
Oui, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, c'est vraiment il y a un impact sur le deuil, voilà, qui est, qui est, qui est vraiment certain dans Bien ces sûr, situations-là. tout à fait. Alors bon, toutes les séances sont valables, il faut aussi comprendre. Elles sont dans la majorité toutes belles, mais bien sûr, il y en a qui me touchent plus que d'autres, bien évidemment. Euh, Là, comme ça, peut-être la fois où une maman a perdu son fils d'une mort violente, puisqu'il a été assassiné, et ben, de pouvoir lui dire qu'il était bien, qu'il allait bien, qu'il n'avait pas souffert au moment de la décorporation, de pouvoir lui expliquer que finalement, il n'a même pas eu le temps d'avoir peur parce que tout s'est passé tellement vite qu'il n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Tout ça, ça a été un très, très, très grand soulagement pour les parents, vraiment. Parce que il faut bien imaginer que les parents, ils s'imaginent la scène. Et souvent, l'imaginaire amène le pire. C'est ça. Et là, du coup, comme il donne toutes ces explications, en plus, nous, en tant que médium, on n'est pas au courant de l'histoire de vie des personnes qui viennent nous voir. Donc, ils comprennent bien quand on peut donner des détails justement sur la façon dont il est parti, etc. Ben, ils se rendent bien compte que c'est bien leur fils qui est en train de raconter tout ça. Donc, le fait de dire non, mais je ne me suis pas rendu compte, ou bien voilà les suicides, j'allais oublier de parler des suicides, mais ça aussi, c'est très intéressant de pouvoir donner une explication de pourquoi le geste a été fait, parce que bien souvent, certains laissent des explications, mais d'autres pas. Donc, l'explication du pourquoi du geste, de voir que souvent, certains nous disent qu'en fait, pour eux, ils l'ont vécu un peu comme un accident de parcours, le suicide. C'est pas forcément quelque chose qu'ils ont élaboré des jours et des jours avant. Euh, c'est plus comme un accident de parcours et de voir que les personnes qui ont décidé de quitter ce monde par ce moyen-là se portent tout aussi bien que les autres et que finalement, le suicide est une mort comme une autre, tout simplement. Enfin, tout simplement pour eux, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toujours, pour ceux qui restent, la culpabilité de ne pas s'être rendu compte, de ne pas avoir vu, mais du moment où ils nous expliquent que finalement c'est un accident de parcours, on se rend bien compte qu'on n'a rien pu voir, quoi qu'il en soit. Donc, voilà, non, c'est très enrichissant tout ça. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est pas un peu morbide, t'es tout le temps en contact avec des morts, des personnes endeuillées, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est très beau, c'est très solaire. Les défunts sont très joyeux, ils nous mettent souvent dans la bonne humeur, pour pas dire tout le temps. Et non, c'est vraiment quelque chose de porteur. Bah, merci hein, pour voilà, pour ce beau témoignage voilà, de ce parcours. Voilà, bon, on va pas en un épisode tout expliquer le long parcours des plus de 25 ans, mais est-ce que tu as envie, voilà, peut-être d'ajouter un petit mot pour la fin par rapport à tout ce qu'on a discuté? Alors, oui, j'ai vraiment envie de revenir sur les peurs parce que c'est vraiment ça qui gâche tout. C'est si les auditeurs peuvent entendre que tout n'est qu'une histoire d'interprétation, s'ils arrivent à se dire, si une entité, une énergie, peu importe, quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas vient à nous, c'est que ça nous raconte une histoire sur nous. Et c'est pas une attaque. Ils viennent pas nous attaquer. Ils viennent nous mettre le doigt là où ça va pas. Et du moment où on arrive à comprendre ça, qu'on arrive éventuellement à questionner cette énergie ou cette entité, qu'on attend une réponse,
Et dernièrement, c'est même pas une cliente, c'est une personne qui m'a appelée pour me dire qu'elle vivait ce genre de phénomène. Je lui ai demandé de faire ça. Elle a reçu sa réponse pendant qu'elle dormait et elle a compris ce qui se passait. Donc, c'est en rêve que ça s'est traduit. Donc, c'est vraiment sortir de ces peurs qui gâchent tout, qui nous empoisonnent la vie et qu'on arrive vraiment à interpréter comme une aide quand c'est comme ça. C'est une aide qui vient à nous et non pas quelque chose qui nous veut du mal. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est avec vrai que plaisir. ça me fait penser à la toute première fois où j'ai ressenti une présence. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, on peut très bien stopper le phénomène. C'est-à-dire que moi, Absolument. à l'époque, j'étais pas du tout prête comme toi. Ça me faisait très, très Mm. peur. Et j'avais dit non, 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 non. Et c'était juste avant de m'endormir. Donc voilà, il y a aussi ce phénomène en plus de la nuit qui va amplifier la peur. Bien sûr. Et ça, voilà, ça s'est estompé, c'est parti, hein, voilà, jusqu'à ce que ça revienne, etc. Mais oui, cette peur, c'est d'ailleurs, ah, j'ai encore une question. Oui, vas-y. Du coup, est-ce que tu penses que finalement, la peur, elle pourrait faire basculer dans la pathologie? Ah oui, franchement, oui, complètement. Oui, parce que en fait, on va s'inventer des phénomènes et voir les engendrer, hein, parce que nous, on oublie qu'on a une très grande puissance aussi. Et la peur nous donne encore plus de puissance dans ce genre de, ouais, de phénomène. Je C'est sais ça. pas, j'ai pas d'autres mots, mais nous donne encore plus de puissance. Et du coup, bien souvent, on va en rajouter des couches. Et comme j'ai dit, il suffit qu'on soit plusieurs dans la même pièce et que les autres aient peur aussi, et ça en rajoute aussi. Et du coup, ça va crescendo. Et bien sûr, à un moment donné, on peut basculer, bien sûr que oui. Et c'est très important justement de se dire, si je suis en train de vivre ça, c'est qu'on est en train de me montrer quelque chose qui ne va pas. Et là, on avance, on ne cristallise rien du tout, on avance dans notre vie, parce que souvent on me dit, oui, mais je suis bloquée, et on dirait qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Rien nous bloque, c'est nous et nos façons de voir les choses qui bloquent. Et ça nous permet justement d'aller de l'avant et de pouvoir surtout continuer à dormir avec la lumière éteinte. Hmm. Merci beaucoup, Bégonia. Avec C'est grand plaisir. cadeau. Merci à toi et merci autant que tu apportes à ce podcast. C'est précieux. Bah, je suis ravie. Merci beaucoup de m'avoir ouvert cet espace et j'espère que toutes ces personnes qui vivent mal leur perception puissent maintenant la vivre avec plus de sérénité. Voilà, merci Audrey. Merci à toi. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.